Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Laurent et je suis vidéaste bénévole pour l'association Karuna Setchen depuis maintenant 3 ans. En 2018, j'ai rencontré Mathieu pour la première fois lors de l'inauguration de son exposition Contemplation lors des rencontres de la photographie. Cet événement était vraiment particulier pour moi parce que c'était vraiment la première fois que je voyais Mathieu de mes propres yeux. Dans l'heure qui va suivre, vous pourrez revivre cette inauguration dans la magnifique arche en bambou construite par l'architecte Simone Vélez. Les photos de Mathieu, imprimées en noir et blanc sur du papier japonais, invitent à la contemplation. Après un discours d'ouverture, Mathieu propose une visite guidée de l'exposition passant de photo en photo et racontant leur histoire. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager ces images avec vous pour soutenir le projet d'Action for Karuna de cette année. Cet événement est gratuit, mais si le contenu vous a plu, je vous invite à faire un don. Le lien de la cagnotte se trouvera donc en description de la vidéo. Tous vos dons iront directement au projet de développement de la petite enfance au Népal, qui consiste à former des professeurs de maternelle à l'éducation bienveillante, à rénover des écoles et leur apporter du matériel, et également à sensibiliser les parents. Pour faire un don, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le lien de la cagnotte en description de cet événement, puis de cliquer sur « Je soutiens cette collecte » et enfin de renseigner vos coordonnées, de choisir votre montant et de renseigner vos coordonnées bancaires. Tous vos dons seront défiscalisés à hauteur de 66%. Alors par exemple, un don de 20 € vous revient à peu près 6,80 €. Merci à tous et maintenant je vous souhaite une bonne visite aux côtés de Mathieu. Bienvenue, chers amis. C'est une double joie de découvrir presque avec vous ce bon endroit, cette exposition. J'ai vu brièvement hier soir, découvrir un peu toute l'ampleur de tout ça. Et surtout ce qui finalement, quand même, en tout cas pour nous, la raison d'être de tout cela, c'est qu'on espère qu'au travers de cet échange, de mettre ces images à disposition, faire connaître un peu le travail qu'on fait dans ce domaine, toujours à l'idée, jamais perdre de vue les enfants qu'on peut aider dans une école, dans l'Himalaya, les femmes à qui on peut apprendre à lire, à écrire au fin fond du Jharkhand, nos cliniques qu'on peut construire sur les hauts plateaux tibétains. C'est des choses qui restent toujours présentes à notre esprit quand on entreprend à la fois une magnifique réalisation, mais aussi qui a davantage de sens que simplement une exposition photographique. Et en plus, pour tout vous dire, je ne crois pas que j'ai le karma pour la photo. On m'a encore demandé hier, une dame dans la rue qui m'a dit « Ah, j'ai vu l'exposition, vous avez écrit toutes ces belles phrases en dessous des photos, mais qui a fait les photos ?» Et ce n'est pas la première fois et ça ne sera pas la dernière. Que ce soit un livre, une exposition, il y a toujours quelqu'un qui me demande « C'est bien, mais qui a fait les photos ?» Donc je suis là, amateur jusqu'à la fin de mes jours, très heureux de l'être. Toute l'équipe, ils ont travaillé 6 semaines, ils ont envoyé des gens en Colombie pour travailler avec l'architecte colombien pour savoir comment gérer les bambous. Et l'équipe qui a fait véritablement ça, ils étaient très très heureux de ce projet. Donc ça a engendré beaucoup de bienveillance. Et c'est quand même ce qui nous anime dans l'idée d'utiliser donc cette interdépendance qui fait que à différents niveaux, nous sommes des acteurs à part entière de tout ce qui est réalisé sur le terrain. C'est vraiment, vraiment formidable ce qu'on peut faire avec quand même relativement peu de moyens, même si ça prend une certaine ampleur, grâce à vous tous et grâce à tous ceux qui nous soutiennent. Mais surtout de toujours garder une vision, une motivation qui est vraiment d'être au service, qui est de travailler beaucoup avec les gens locaux, les médecins, les professeurs, tout en leur offrant, quand c'est utile et nécessaire, une formation supplémentaire, aussi un encadrement peut-être, mais vraiment respecter les aspirations des personnes qui eux-mêmes expriment ce dont ils ont le plus besoin. Et c'est vrai qu'au Tibet, on a fait des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire. Quand les gens venaient nous demander année après année de construire des ponts suspendus, on se dit, mais attendez, c'est pas à nous de construire des ponts suspendus, c'est au gouvernement. Mais au bout de 5 ans, qui vous demandent chaque année, que tout le village vient et vous supplie de construire un pont parce qu'il n'y a pas de passage sur le Mekong ou l'Yangtze, qui viennent tous du Tibet, qui ont des noms différents là-bas, qui vont faire 25 km
à cheval dans des petits chemins pour avoir accès à la route, avoir accès aux écoles, avoir accès aux hôpitaux, etc. Finalement, on se dit, bon, bah, si vraiment ils ne construisent pas de pont, pourquoi pas? Donc on a construit 18 ponts, on ne s'attendait pas du tout à ça au départ. Mais c'était vraiment parce que les gens venaient à 5 h du matin taper à la porte en disant, ils ouvrent la porte en grand, les Tibétains, ils sont pas, les sortes de la vie privée, ça ne marche pas trop. Alors ils arrivent à 5 ou 6 dans votre chambre à 5 h du matin ou à 6 h en disant, est-ce que vous avez bien dormi? Ouais, ça aurait pu durer plus longtemps, mais bon, pas trop mal. Il faut que vous veniez dans notre village, on a besoin de ça et de ci. Alors à ce moment-là, évidemment, on se rend compte que c'est un vrai besoin. Donc, on essaie de voir un peu si comment ça marche, de se renseigner, les téléphones tibétains, des oui-dire. Donc si vous voulez, ça se fonctionne comme ça. Mais c'est très différent de travailler dans les campagnes du Bihar, c'est très différent de travailler dans les campagnes du Népal. Donc chaque pays a sa spécificité, sa culture, sa langue. Et tout ça doit être pris en compte. Parce que ce qu'on fait sur le terrain, c'est formidable. Et finalement, je suis heureux d'être un catalyseur. Il faut que cet effet catalyseur perdure. Et ça peut se faire que dans vos cœurs. Et que vous soyez heureux, non pas d'aider telle personne à faire quelque chose, mais vraiment pour la qualité de ce qui est fait, avec une vision, un esprit. À savoir, c'est pas parce que c'est Bibi Fricotin, le petit moine qui a commencé ses projets, qu'on aide et que s'il n'est pas là, bon ben, bonjour, au revoir. C'est vous rendre compte de la qualité de ce qu'on a choisi de faire et d'accomplir. Et si vous aidez, de continuer à aider pour la valeur même des projets. Que c'est pas juste parce que c'est un type qui passe à la télé. Hein. Franchement, tout ça n'a de valeur que par le bien qui est fait sur le terrain. Et donc, puisque vous êtes un soutien fidèle, je vous encourage à le rester indépendamment de la présence physique ou non sur cette terre du fondateur. J'espère que le message sera bien entendu. L'an dernier, on a sorti un livre, un demi-siècle dans l'Himalaya, qui représentait 50 ans de photographie entre 1967, la première fois que j'y suis allé, et 2017, qui était l'an dernier. Alors, ces images ici sont... On s'est aperçu que la plus ancienne était 1983, donc c'est pas 50 ans, mais ce n'est pas voulu, c'est simplement bien faire un choix quand on a 40 photos à choisir. Donc voilà, ça représente pas seulement l'Himalaya, il y a quelques images qui s'est permis de glisser, des Andes, d'Islande. Moi je suis plutôt photographe de couleur, mais j'avoue que j'ai découvert la force du noir et blanc, c'est différent, il y a des images que j'ai redécouvert quand je les ai ainsi traduites en noir et blanc. Oui. Alors voilà, suivez le guide. J'ai proposé au National Geographic un thème, la Terre vue du ciel d'un avion de ligne. Pour faire une blague à mon ami Enartis Bertrand, qui a la chance d'avoir des hélicoptères où on enlève les portes, et des avions avec une belle glace en cristal en dessous, mais moi j'ai pas cette chance-là. Donc dans le meilleur des cas, comme c'est les vols entre le Népal et le Bhoutan, comme c'est un petit pays que j'ai vécu 10 ans, je connais tous les pilotes, je suis dans le poste de pilotage qui permet d'avoir un carreau propre et pas deux carreaux en plexiglas déjà devant les... Donc cette photo effectivement est à peu près propre parce qu'elle a été prise du poste de pilotage d'un avion de la compagnie bhoutanaise. Cette photo-là, j'ai cherché à la faire dans l'Himalaya pendant 50 ans. J'en avais vu au Ladakh, il faut que j'y aille. J'en avais vu ailleurs, mais j'en ai vu quelques-unes où il y avait une dizaine de collines, mais j'ai jamais eu ça. Et brusquement, dans ce vol, je dis, ça y est, et voilà la photo. Alors je me suis dit, bon, le Chili et l'Himalaya, c'est les deux pôles opposés. On fait un trou, on arrive au Chili, donc c'est à peu près pareil. Et donc, pendant 10 minutes, j'étais dans un état second. À l'autre côté, il y avait l'Aconcagua. Mais la lumière n'était pas terrible. Alors, le pilote me dit, mais c'est l'Aconcagua. Je dis, oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est là-bas. Alors, j'ai essayé de compter. C'est pas très facile parce que ça s'en croise, mais il y a à peu près 25 plans différents. Donc, ça, pour moi, j'ai bien compté. Alors, celle-là, c'était plus facile. Il y a moins de plans. Vraiment, je redescendais vers mon ermitage un matin de décembre. Et voilà, il y avait un mini ensemble de collines. C'était assez beau avec le drapeau africain. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres photos prises d'un avion de ligne un peu plus loin.
Et alors là, c'est le dilemme, parce qu'il faut trouver un bon endroit du carreau, que ça ne soit pas trop rayé. Je dois vous avouer, sur un avion, il y a une photo de l'animation qu'on verra après. J'étais tout à fait au fond, parce qu'il faut toujours se mettre au fond pour avoir l'aile de l'avion. Et puis j'ai été tenté avec un petit tournevis d'enlever le plexiglas. Parce que c'est juste un petit plexiglas qui ne sert à rien. Hein. Après, le vrai carreau, il est derrière. Mais je me dis, en Chine, je vais avoir des ennuis. Donc, mais j'ai quand même fait la photo, ça n'a pas trop mal marché. Enfin, ça, c'est donc des jeux équestres lors de la retour au Tibet à Lama. Dans ça, Khyentse Rinpoché, donc il y a des fêtes et tout ça. Donc c'est 2 chevaux qui ont des jumeaux. Là, c'est le meilleur endroit pour méditer possible, imaginable. Il n'y a pas de supermarché, pas de cinéma. Pour méditer ou étudier, vous n'avez rien d'autre à faire. Et Mathieu, il faut y arriver. C'est pas facile d'y arriver. Alors, c'est pas facile d'y arriver, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Ah oui. Maintenant, c'est 3 heures de marche. Avant, il y avait un endroit où il fallait passer sur 2 planches. Alors, elles étaient là visiblement depuis un certain temps. Il y a des poutres, donc légèrement vermoulues, avec juste une petite câble au long de la falaise, et puis après, 600 mètres en dessous. Alors maintenant, ils ont aménagé le truc quand même. Mais voilà, c'est pas aussi périlleux que ça en allait. Il y a quand même un à-pic de 900 mètres. J'ai eu la chance d'y aller, je crois, 25 fois. Et une fois, je suis resté 15 jours avec Diego Khyentse Rinpoché, le maître spirituel, la photo est là-bas. Et voilà, c'est un moment étonnant. Donc une fois, il y a une espèce de petite cafétéria maintenant pour les baladeurs. Et donc, comme je les connais aussi, j'aurais demandé si je ne pouvais pas avoir une petite chambre. Elle était tapissée de journaux indiens et tout ça. Et je suis resté une semaine. Donc le matin, avant que les touristes arrivent vers 11 h du matin, j'étais assis sur un petit banc face à cela. Et pendant la journée, je me mettais dans la forêt quelque part. Et donc en 8 jours, il y a eu ces moments avec des nuages, avec ça. Donc, ça s'appelle l'antre du tigre. Parce qu'on dit que celui qui a amené le bouddhisme au Bhoutan, Padmasambhava, a volé sur une tigresse pour aller vers cette grotte. Il y a une grotte, la partie inférieure du temple, il y a une grotte dans le rocher. Et donc Padmasambhava a séjourné là, a enseigné, etc. Donc c'est un des lieux les plus sacrés de l'Himalaya aussi. Et alors il y a une autre partie que vous voyez là à droite. Alors là, personne n'y va pour de bonnes raisons. Moi, j'y suis allé pas mal de fois, mais alors là, c'est vraiment périlleux. Vous avez, là, on ne voit pas trop bien, C'est périlleux, justement. mais il y a un moment donné où c'est littéralement un truc à peu près comme ça, dans la pierre, légèrement en pente, vers la... Là, il n'y a rien pour s'accrocher. Et je suis allé normalement un jour de pluie. Là, on se dit, bon, j'y vais, mais on ne peut pas dire que c'est pas sans risque. Il ne faut pas avoir le vertige, là. Donc j'y allais quand j'étais encore un peu plus vaillant. Encore. Et voilà, ça s'appelle donc la partie est de Taksang et les touristes n'y vont pas parce que ça serait trop risqué. Et il y avait un ou 2 ermites là-bas. Et pour y aller, c'est pas entre les deux. Il faut faire tout le tour par le haut. Et après le chemin périlleux, il est sur la droite. Il faut déjà faire 2 heures en plus pour y arriver. Il faut passer tout en haut et redescendre. Et voilà. Alors vous avez là une petite partie du plus grand collège philosophique qui a jamais existé sur la planète. 20 000 nonnes, il y a 12 000 nonnes et 8 000 moines qui étudient la philosophie pendant 10, 12 ans, 13 ans. Il y a aussi un certain nombre de laïcs, souvent des Chinois. Et donc, comme ça, il y en a à peu près 15 fois comme ça. C'est bon, quand même un panoramique, mais je ne peux pas faire tout, quoi. Parce que c'est toute une vallée circulaire. Et tout est plein comme ça. C'est où? Alors c'est à peu près 3800 mètres dans l'est du Tibet. Ça s'appelle Serta, ou Lavongage. Et ça a été commencé par un grand érudit qui est venu là s'installer avec 3-4 chèvres et 5 ou 6 disciples. Et en 20 ans, c'est devenu ça. Alors une fois les Chinois, enfin le gouvernement communiste a décidé qu'ils allaient raser une partie. Et ils ont expulsé 3000 nonnes. Donc là, je ne sais pas sur cette photo, mais j'ai une autre photo, on voit la même chose, sauf que la moitié est comme coupée au rasoir. Et il n'y a plus rien, c'est une tranche nette. Et le reste, c'est maintenant vide. Et ça, j'ai photographié en février 2016, je crois. Et de nouveau, à l'été 2016, ils ont refermé l'endroit. C'est plus accessible aux étrangers. Et de nouveau, ils ont dit qu'ils allaient réduire à peu près d'un tiers ou de la moitié. Là, c'était au Bhoutan, on était monté au camp de base de l'Everest, du Jomolari. Donc on ne voit pas toute la montagne, c'est à 7700 mètres.
C'est la montagne la plus élevée du Bhoutan. Et il y a une autre photo avec des lacs là-bas qui sont prises encore plus haut. Il y a 2 lacs. Donc en fait cette photo elle est super en couleur. Parce que toute l'idée c'était un ensemble blanc et gris avec un moine en rouge. Et comme j'étais le seul moine, j'ai voulu faire un selfie. Mais pas un vrai selfie, c'est-à-dire que j'ai composé la photo avec un ami bhoutanais que j'ai placé. J'ai posé sur un pied. Je devais m'asseoir parce que, encore une fois, je ne devais pas être le modèle, mais j'étais le seul moine. J'ai dit quand je fais ouh, t'appuies sur le bouton. Donc voilà. Et cette photo, quand je l'ai vue la première fois, j'ai dit bon, finalement, elle n'est pas terrible. J'ai hésité à la mettre dans ma collection. Mais j'ai bien fait de la garder parce qu'elle a été sur la couverture du National Geographic. Voilà, c'est une photo qui est un peu symbolique aussi de voir fondre les glaciers au fil du temps. Celle-là, c'est pris au cours d'1 an de présence dans mon ermitage. Voilà. Je n'ai pas bougé pendant 1 an, donc j'ai fait aussi un livre qui s'appelle Voyage immobile. Parce que je n'ai pas bougé, c'est tout. Et donc j'ai voyagé avec les objectifs, avec les heures du jour et de la nuit. Et cette scène-là, en plusieurs années, donc je suis assis sur le balcon, le terre-plein de mon ermitage, au petit déjeuner, petite tasse de thé. Et il y a eu 3 fois en quelques années où c'était l'image parfaite, c'est-à-dire que le monastère sortant comme au milieu des brumes sans le reste, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses, on voit le reste, c'est pas très joli, le monastère est très vert. Bon. En couleur, il y a un petit rayon de lumière, donc le toit brille, l'or du monastère brille. Ça montre aussi que la photographie, c'est pas le reportage et dire en 8 jours je vais ramener des images, c'est vivre. C'est la photo qui vous prend quand c'est le moment. Parce que ça se fabrique pas. Donc voilà, c'est un moment, il faut être là, il faut le saisir. Et puis après, il ne faut pas être impatient. Donc si on vit là, ça va très bien. Si on est en reportage, c'est un peu, ça peut être un peu frustrant, disons. Donc si vous vivez là, il n'y a pas de problème. Vous n'attendez rien, mais quand ça se produit, vous êtes là. Si vous laissez vos pensées se dissoudre par elles-mêmes à mesure qu'elles surgissent, elles traversent votre esprit à la façon d'un oiseau traverse le ciel sans laisser de traces. Donc Dilgo Khyentse Rinpoché, c'est le maître que vous voyez là-bas, qui était un des plus grands maîtres spirituels du XXe siècle. Il y a des maîtres du Dalai Lama, des maîtres. C'est un maître parmi les maîtres, il n'y a presque personne, la deuxième partie du XXe siècle, parmi le monde tibétain réfugié en Inde, qui n'est pas étudié avec lui. Et donc voilà, c'est un extrait d'un de ses enseignements. Regarde les gamins, là, je les ai pris, ils étaient à 50 mètres de l'ermitage. Ils ont vu que je les prenais en photo. Et le lendemain, ils sont venus, ils disent « Oui, ma photo, je veux voir ma photo. » Je leur ai montré sur mon écran. « Ah ben, c'est ça. » Ils pensaient que j'allais avoir un beau portrait, là, mais ils ont été très, très déçus. Cette photo-là, c'est l'Islande. C'est un peu le paradis des photographes parce que la lumière est toujours magique. Vous savez, on parle des heures magiques, 1 heure avant le coucher du soleil, 1 heure après le lever du soleil. En Islande, c'est toujours comme ça parce que le soleil est toujours au ras, il y a toujours des lumières incroyables. C'est rare d'avoir un paysage où toute la terre est noire, avec la lumière par-dessus. Donc voilà, il y en a encore une autre en Islande où on voit des tourbillons dans la mer. C'est vrai qu'en quelques jours, tout le temps, vous vous déplacez, il y a des images incroyables qui vous ravissent. Ça, c'est le Zachu qui devient le Mekong quand il sort du Tibet. Et les nomades, l'été, ils font des courses de chevaux. Et cette année-là, il n'y avait pas beaucoup de chevaux parce qu'il y avait une grande course de chevaux au niveau de la préfecture. Ils étaient tous partis, c'est le grand sport national au Tibet. Donc c'est quelques-uns, puisqu'on ne peut pas faire une vraie course de chevaux, on va faire une course en nageant 2 fois aller-retour au Mekong. Donc ils ont fait ça, puis à la fin j'ai nagé avec eux, c'était pas très chaud. Mais voilà, on s'est bien amusé. Et ça a fait une belle photo. Là, c'est en Birmanie, c'est le delta de l'Irrawaddy, toujours sur un avion de ligne. Ici, c'est au Bhoutan, dans une forêt primitive, c'est une forêt qui n'a jamais été coupée, touchée. On voit un peu la différence. Ça, c'est au Tibet, donc il y avait l'abbé de notre monastère est reparti au Tibet. Plusieurs fois, il a donné une bénédiction à la population. Donc, il y a un endroit où il y a 200-300 personnes d'habitude, il y avait 10 000 personnes. Donner la bénédiction, ça prend 3 heures. Et on voit les gens qui se précipitent pour recevoir
un liquide qui a été béni au cours d'une cérémonie. Donc pour un photographe, c'est génial parce qu'on suit et puis ils ne s'occupent pas de vous parce qu'ils ont bien d'autres centres d'intérêt. Ça permet d'avoir des expressions, des visages, faire des portraits sans déranger les gens. Ils ont bien autre chose à penser. Ah, ça c'était pareil, j'étais dans la cour pendant une cérémonie de danse sacrée, puis j'ai vu ces gamins qui avaient des bulles de savon. Ah, ça c'est une photo que j'avais complètement laissée de côté, que j'ai ressortie quand j'ai fait du noir et blanc, parce qu'en couleur, c'est un lac au Tibet oriental, qui est à 4500 mètres. Et ce lac a une histoire, donc il s'appelle le lac dans lequel l'esprit est tombé, qui a ravi l'esprit. Quand votre esprit tombe dans quelque chose, c'est comme il est ravi par quelque chose. Et l'histoire, c'est que vous voyez les montagnes derrière, là à droite, il y avait une sorte de petit royaume, le royaume de Dergué, et un des princes devait épouser une belle jeune fille d'une autre province, et quand elle est arrivée au bord du lac, son esprit a été si ravi par la beauté du paysage, qu'il a dit, si mon prétendant veut venir à moi, c'est très bien, moi je ne bouge plus. Alors, je ne sais pas si vraiment ce qui s'est passé après, mais quand il est venu la chercher, il a fini par la convaincre de passer de l'autre côté du col. Le lac a gardé ce nom. Donc tous les ans, quand on visite les projets au Tibet, on fait toujours un petit pique-nique. Moi, je me baigne un peu, l'eau n'est pas très chaude, les Tibétains pensent que je suis complètement fou. Et là, il y a un rocher sur lequel est écrit le mantra de la compassion, Om Mani Padme Hum, donc du Bouddha de la compassion. Là, c'est le jour le plus chaud de l'année, autour de l'Amye Machen, qui est une montagne qui culmine à 5900 mètres. Et il y avait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, des aviateurs américains de l'armée qui avaient survolé ça et qui avaient annoncé qu'ils avaient trouvé une montagne plus haute que l'Everest. Je ne sais pas comment ils avaient mal calculé leur coup. Et il a fallu longtemps pour démystifier cette idée et s'apercevoir que, bon, c'était seulement 5900 mètres. Mais c'était resté cette montagne mystérieuse qui aurait été plus haute que l'Everest. Il faut 5 jours pour en faire le tour à pied. Et donc c'était le 1er août, le plus chaud de l'année. Et la veille, on avait campé, il a commencé à neiger. Et mes amis tibétains, on avait une grande tente pour nous tous. Et on va dormir dehors. Et ah bon, pourquoi? Il y a de la place, oui, mais c'est l'été. Donc le matin, ils avaient leurs grosses pelisses, ils ont secoué la neige, ils étaient très contents. Et en fait, ils avaient un peu peur qu'on fauche les chevaux, c'est pour ça. Il y a encore des brigands. Et ça, c'est la même montagne, vue d'avion, toujours pareil. La petite vue du ciel à Najandine. C'est là où j'ai failli enlever le carreau avec une cuillère ou je sais pas quoi. Et donc là, en fait, la montagne à 5900 mètres n'est pas tout à fait sur la droite. Et on voit là, la vallée, enfin, avec le ruisseau, c'est là où on fait le tour de la montagne, ça prend 5 jours. Là c'est pareil, c'est l'accueil d'un maître qui retourne au Tibet. Là-bas il y a la photo devant le glacier en Bhoutan, c'est 3-4 heures de marche plus haut, il y a ce magnifique lac. Et j'ai voulu passer la nuit là parce que je savais que le matin, le lac serait comme un miroir, que l'après-midi il était troublé par le vent. Et bien m'en a pris parce que c'était cette image assez belle, une parfaite réflexion d'une montagne qui s'appelle le Jichudrake qui est à 6900 mètres, qu'on voit au fond. Ça c'est mon image de cowboy, la Marlborough County. Alors tout à fait à l'extrême ouest du Tibet, qui est beaucoup plus sec, pour aller faire le tour du mont Kailash, qui est une montagne sacrée, aussi bien pour les hindous que pour les bouddhistes. Il n'y a pas un arbre. Avant de partir, je dis bon, je ne vais pas prendre un bâton, je retrouverai bien sur place. Je suis arrivé, j'ai demandé, j'aurais un bâton, il m'aurait dit un bâton. Ça n'existe pas ici, il n'y a pas d'arbre. Il n'y a pas d'arbre, ici, il y a des arbres, là, c'était un truc grand comme ça. J'ai montré des photos des arbres à des enfants, ils n'avaient jamais vu ce que c'était qu'un arbre. Donc là, on était en voiture avant d'arriver au mont Kailash. Et bon, comment j'ai vu cette formation nuageuse, parce qu'on est quand même à plus de 4500 mètres, donc les nuages sont près de la terre forcément. Et donc je me suis arrêté en fait pour prendre les nuages, et puis brusquement au moment où je prenais, les chevaux sont arrivés en cadeau. Donc c'était à l'époque de la diapositive, j'ai fait 2 photos. Et il y en a une où les chevaux sont un peu disloqués, et celle-là était très bien. Donc. Et en couleur c'est tout orange, c'est magnifique. Et là c'est de nouveau en Islande, en posant pendant 8 secondes.
sorte que le mouvement du courant et de la mer, on voit le mouvement, alors que si c'était une photo instantanée, on ne verrait pas ce tourbillon qui se fait. Là, c'est plus prosaïque, j'allais me laver les dents au bord du Mékong. Et heureusement avec mon appareil en bandoulière. Et en m'approchant donc de la rivière, j'ai vu ces chevaux avec les drapeaux à prière accrochés près d'une tente. Ben, c'est un autre très beau moment. Question. Moi, Comment ressentez-vous l'Occident actuellement? Comment vous le... vous savez, il n'y a pas l'histoire Occident-Orient, c'est vraiment... Souvent le Dalai Lama il dit, est-ce que vous pensez que les gens ont des émotions pas pareilles? Il dit, ça n'a aucun sens. Tous les êtres humains ont fondamentalement les mêmes émotions qui sont des émotions constructrices comme l'amour, la bienveillance, ou destructrices comme la haine, la jalousie ou l'orgueil. C'est pas nouveau. On a les mêmes émotions qu'au temps d'Aristote, qu'au temps du Bouddha. Simplement, voilà, il y a des manières de les gérer différemment, il y a des manières d'accorder des priorités différentes. L'idée que c'est bien d'exprimer sa colère. Bon, on sait que ça ne marche pas, mais ni en psychologie, ni en bouddhisme, ni en rien du tout. Donc, tout dépend de la façon dont on, pensée après pensée, émotion après émotion, comment est-ce qu'on utilise cela pour une transformation, pour être moins l'esclave de nos propres pensées, enchaînement de pensées, automatisme de pensée. Donc, on en revient à la liberté intérieure. Et la liberté intérieure, du coup, on est moins vulnérable, du coup, on est plus ouvert aux autres parce qu'on n'est pas totalement centré sur soi-même. Donc, vous savez, puis maintenant, si vous dites que vous pensez qu'il y a une culture matérialiste en Occident et pas en Orient, alors allez voir en Chine et à Hong Kong, peut pas mieux là. Donc c'est vraiment pas ça, je crois que c'est un ensemble. Est-ce qu'on comprend que certes il faut améliorer les conditions extérieures, notamment où il y a de la pauvreté, et des persécutions et autres, mais qu'en même temps, la façon dont fonctionne notre esprit peut aussi éclipser les conditions extérieures. Vous pouvez être misérable dans un petit paradis et garder votre force d'âme et votre joie de vivre, même dans des conditions difficiles. C'est toujours une osmose entre les deux, il faut négliger ni l'un ni l'autre. Et c'est vrai que souvent, on sous-estime le pouvoir de transformation de l'esprit en Occident. Un petit peu. Donc on est trop porté à placer tous nos espoirs et nos craintes à l'extérieur de nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire à l'extérieur, bien sûr. On s'entend bien, c'est pour ça qu'on est là. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas déconnecté, c'est de comprendre que c'est un ensemble, tout est encore une fois interdépendant. En tout cas, encore une fois, merci à tous et toutes, pardon, faut commencer. Et puis, on fait au mieux, hein. On continue. Vous pouvez nous rappeler le nom de l'être dont vous avez Alors, Dilgo Khyentse Rinpoché. Dilgo. Oui, j'ai fait un livre entièrement, mon premier livre de photos, celui auquel je tiens le plus. Oui. S'appelle maintenant en français L'Esprit du Tibet. Il est aussi chez La Martinière. Et c'est la vie et le monde de Dilgo Khyentse Rinpoché. Et c'est notamment un retour au Tibet, la première fois au bout de 30 ans d'exil, en 1985, où il y avait 2000 cavaliers dans la plaine qui nous attendaient. Oui. Et c'était alors que c'est des moments extraordinaires. Donc c'est un peu la vie auprès de ce maître avec quelques-uns de ses enseignements. Donc c'est un beau livre d'images que si vous êtes intéressé à ça, je vous conseille. Et il y a aussi beaucoup de ces enseignements oraux que j'ai traduits, dont Au cœur de la compassion, Le trésor des êtres éveillés, etc. On trouve certains au Seuil, mais beaucoup aux éditions Padmakara, en Dordogne. Regardez, je vois une page.